Bonjour à tous, je vais vous présenter un rapide topo qui traite de l'échographie transœsophagienne. En fait, c'est un préambule à la séance de simulation échographie transœsophagienne que nous aurons ultérieurement. Je vais vous donner ici quelques notions théoriques afin que nous puissions nous concentrer sur l'aspect pratique lors de la séance de simulation. Alors tout d'abord quelques rappels physiques pour commencer. Donc l'image échographique est une image construite en utilisant des ondes acoustiques de type ultrasons. Donc ces ultrasons ont la particularité d'avoir une fréquence élevée, supérieure à 20 kHz. La sonde d'échographie est en fait un transducteur qui va pouvoir émettre mais également recevoir des ultrasons, ces ultrasons qui pourront être analysés. Alors il faut savoir que les ondes ultrasonores peuvent subir plusieurs types de modifications dépendant du milieu dans lequel elles évoluent. On peut avoir par exemple une réflexion des ondes, une atténuation des ondes ou une réfraction des ondes. Ces modifications peuvent être à l'origine d'artefacts qui peuvent générer des images construites, donc des images qui n'existent pas réellement. Le transducteur peut également fonctionner en mode Doppler, qui grâce à la comparaison de la fréquence d'émission et de la fréquence de réception, et en tenant compte de l'angulation, va pouvoir calculer la vitesse de déplacement d'éléments tels que les globules rouges. Alors, il faut savoir que plusieurs modes Doppler sont utilisés en pratique courante. Voici les principaux modes Doppler que vous devez connaître. Alors tout d'abord le Doppler continu qui va utiliser deux cristaux, un qui va émettre et l'autre qui va recevoir les ultrasons et cela de manière continue. Donc cela va permettre de calculer des flux à des vitesses extrêmes, donc essentiellement des vitesses extrêmement rapides. Mais il y aura une ambiguïté spatiale dans le sens où ces vitesses vont être mesurées sur l'ensemble de la longueur du faisceau et donc vous ne pourrez pas déterminer l'endroit précis de la mesure des vitesses. Alors que le Doppler pulsé, lui, n'utilise qu'un seul cristal. Celui-ci va émettre et va recevoir des ultrasons alternativement, ce qui va permettre de déterminer une résolution spatiale, donc de localiser la profondeur d'enregistrement de votre flux Doppler. Mais malheureusement, il est moins adapté aux vitesses extrêmes et notamment aux vitesses très rapides. Dans ce cas-là, le Doppler continu sera plus efficient. Ensuite, le Doppler couleur. Alors en fait, c'est l'association de multiples Doppler pulsés qui vont être retranscrits en couleur. Donc cela va être calculé par la machine d'échographie et la machine d'échographie va représenter donc en rouge l'ensemble des flux qui se rapprochent de la sonde et en bleu l'ensemble des flux qui vont s'éloigner de la sonde. Et finalement, vous avez le Doppler tissulaire qui lui étudie les mouvements tissulaires. Quelques généralités sur l'échographie transœsophagienne. Alors, il faut savoir qu'elle permet une meilleure qualité d'image comparée à l'échographie transthoracique, étant donné que votre sonde est plus proche du cœur. Lorsque vous introduisez la sonde d'ETO, vous aurez accès à une graduation qui va se faire par rapport à l'arcade dentaire. Il faut savoir également que vous allez avoir la possibilité d'effectuer des rotations de la sonde d'ETO. Alors tout d'abord des rotations physiques qui peuvent être horaires ou anti-horaires, des rotations de type flexion en avant ou en arrière en utilisant la molette que vous pouvez voir sur la photo qui est en gris clair, et également réaliser des flexions latérales avec la molette gris foncé. Ajoutez à cela, vous allez pouvoir également réaliser une rotation électronique entre 0 et 180 degrés. Alors, nous allons essayer d'éclaircir un petit peu ce concept de rotation électronique dans une diapo suivante. Alors, quelles sont les indications de l'échographie transœsophagienne? Alors, quelques indications cardiologiques tout d'abord, sont les cardiopathies emboligènes, notamment dans les bilans d'AVC, les cardiopathies congénitales également, qui va demander une échographie de précision
pour repérer éventuellement des communications interauriculaires, interventriculaires par exemple. L'étude des valvulopathies si le patient n'est pas assez échogène en échographie transthoracique, par exemple les endocardites. Et en cardiologie interventionnelle pour les TAVI, mais surtout pour les mitraclips, donc les réparations de valves mitrales. Et en anesthésie-réanimation, eh bien, nous utilisons le TO régulièrement en chirurgie cardiaque, notamment pour le contrôle des prothèses valvulaires en péropératoire, en post-opératoire immédiat, mais également pour poser le diagnostic de dissection aortique et pour guider également le geste. L'hypoxémie réfractaire est également une indication. Donc si vous avez un patient qui présente une hypoxémie réfractaire en réanimation, il peut être utile de rechercher un shunt droit-gauche. Et il peut être également utilisé pour le monitorage hémodynamique avancé, pour donc, de l'optimisation hémodynamique. Donc cela en chirurgie cardiaque, mais pourquoi pas à l'avenir dans d'autres chirurgies à haut risque. Quelles sont les contre-indications de l'échographie transœsophagienne? Eh bien, il y en a quelques-unes. La dysphagie non explorée, tout d'abord. Les pathologies œsophagiennes en général, une chirurgie œsophagienne récente, une sténose œsophagienne, des diverticules œsophagiens, varices œsophagiennes sévères également. Et l'irradiation médiastinale, car les tissus vont être particulièrement fragilisés. Il y a donc un risque de perforation de l'œsophage qui peut conduire éventuellement à une médiastinite qui peut être potentiellement grave. Les contre-indications relatives, eh bien, la défaillance respiratoire chez un patient non intubé. Effectivement, vous avez vu que la sonde d'échographie est de calibre conséquent et peut gêner donc la respiration du patient. De plus, cela peut nécessiter donc une sédation pour améliorer la tolérance du patient, qui n'est pas forcément compatible avec un état respiratoire précaire. Les pathologies cervicales sévères sont également des contre-indications relatives, et le patient qui n'est pas à jeun également. Alors, quelles complications peut-on avoir à la suite d'un geste? Eh bien, on en a parlé à la diapo précédente. Alors, il faut savoir qu'elles peuvent être sévères. Donc, vous avez la perforation œsophagienne, l'hématémèse, l'hypo ou l'hypertension artérielle, qui peut engendrer chez certains patients un œdème aigu pulmonaire, voire éventuellement une dissection aortique. Donc l'hypotension si vous êtes obligé de sédater le patient, ou l'hypertension artérielle si le patient ressent de la douleur et qu'il devient hypertendu en réaction à cette douleur. Des lésions des cordes vocales également, car la sonde, comme vous le verrez, est d'un calibre non négligeable. Cela peut entraîner également un laryngospasme et, dans le pire des cas, bien sûr, un décès. Alors, quelques règles d'hygiène quant à l'utilisation des sondes d'échographie transœsophagienne. Il existe des sondes à usage unique, mais au CHU de Caen, nous utilisons des sondes à usage multiple. Donc cela implique l'utilisation de protège-sondes en plastique durant l'examen. Il existe un protocole de désinfection avec l'utilisation d'une lingette humide adaptée et un trempage dans un bain antiseptique. Il faut bien sûr faire attention de ne pas tremper la cassette électronique au risque qu'elle se détériore. C'est un matériel qui est fragile et particulièrement coûteux, donc il faut bien sûr manipuler avec précaution et utiliser un cale-dent pour éviter que le patient ne morde ou qu'il n'abîme la sonde de TO. Donc sur cette diapositive, vous pouvez constater que l'œsophage est en rapport direct avec le cœur et notamment certaines cavités telles que l'atrium droit et l'atrium gauche, et notamment l'auricule gauche, donc ce qui permettra par exemple de rechercher de manière fiable un thrombus dans l'auricule gauche, par exemple avant de choquer un patient en ACFA, pour être sûr qu'il n'y ait pas de thrombus et qu'il n'y ait pas de risque d'accident vasculaire cérébral.
Donc sur cette image, vous voyez les différentes coupes possibles, donc œsophagienne et transgastrique, donc en haut œsophagienne, et vous voyez l'estomac en vert et en bleu en dessous. Sur cette diapositive, vous avez une autre représentation des différentes coupes échographiques et qui tiennent compte notamment de la rotation numérique. Donc vous avez les différentes angulations de votre rotation numérique que vous allez pouvoir réaliser grâce à deux boutons, un bouton pour augmenter l'angle, l'autre bouton pour diminuer l'angle. Nous pourrons voir tout ça donc en pratique, ce sera plus simple à expliquer, mais vous voyez que vous pouvez donc obtenir différentes coupes cardiaques en utilisant également cette rotation numérique. Pour terminer, aussi quelques références qui peuvent vous être utiles si vous souhaitez donc approfondir l'échographie transthoracique ou l'échographie transœsophagienne. Donc c'est le livre d'Ariel Cohen, Échocardiographie en pratique de Lavoisier. Et je vous propose également un site internet plutôt intéressant plus pour l'échographie transœsophagienne qui va reprendre les différentes coupes que vous pouvez obtenir en échographie transœsophagienne. Donc sur chaque page, sur chaque coupe, vous verrez tout d'abord une coupe schématisée ici, avec ici le capteur de rotation numérique. Donc ici vous êtes à 0 degré, là à 90, là à 180 degrés. Vous pouvez également lire un commentaire audio vous expliquant donc cette coupe. Alors c'est en anglais. Et finalement, vous avez la coupe d'échographie transœsophagienne telle que vous l'auriez sur votre échographe. Donc voilà, si vous avez du temps, vous pouvez déjà commencer à regarder un petit peu ces différentes coupes, mais bien sûr, nous reparlerons de cela lors de la session d'échographie transœsophagienne lors de la simulation. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.